Allez, on va commencer. Merci à tous de nous rejoindre en cette fin d'après-midi pour ce webinaire consacré au mariage d'HubSpot et de Salesforce. C'est bientôt la saison et les petits oiseaux. Et objectif, réussir le mariage parfait entre ces deux outils. On va résumer un petit peu pour commencer les raisons qui ont pu vous pousser à être présent aujourd'hui. Première raison que nous avons vue, c'est peut-être que vous êtes en plein divorce avec votre outil actuel. Pour ne pas en citer qu'un seul, on peut parler de Marketo, de Dynamics, de Pardot, de Marketing Cloud, etc., etc. Donc un outil marketing en souffrance. Le deuxième cas de figure, c'est que vous avez multiplié les petits outils dédiés à une fonctionnalité spécifique. Par exemple, que vous avez Brevo, MailChimp pour vos newsletters ou Pipedrive pour votre automatisation, un outil de chat sur votre site WordPress. Bref, il y en a de partout et rien n'est connecté. Et puis enfin, vous n'avez pas d'outils. Vous vous débrouillez aujourd'hui avec votre Salesforce côté CRM, mais vous n'avez pas vraiment d'outils dédiés marketing et surtout automation. Pourquoi nous, on est là aujourd'hui? Quel est notre job, notre position par rapport à ça? Eh bien, écoutez, on pense être expert d'HubSpot. On est aujourd'hui certifié Platinum ou Platinium, je ne sais jamais. Et on a déjà réalisé ce type de migration et de transfert, donc on pense pouvoir vous donner quelques bons conseils aujourd'hui. On a une approche pragmatique, orientée métier, donc on va vous présenter des cas pratiques et orientés métier. Et puis enfin, on a une promesse pour vous qu'on va essayer de tenir, qui renforce aussi ce côté pragmatique, c'est les 60 bullet points en 60 minutes. Si vous avez prévu de prendre des notes, il va falloir être rapide. Qui est là aujourd'hui? Alors, Jean-Michel, qui est présent à l'agence aujourd'hui, qui est directeur marketing et communication chez Esri France, qui a une solution B2B de cartographie, pour la faire courte. Oui, on peut dire ça comme ça. Bonjour. Bonjour, Nat. Et donc, Jean-Michel est là aujourd'hui. On s'est déjà vu avant, mais bonjour. Jean-Michel est là aujourd'hui car il a exactement cet écosystème-là. Il avait un ancien outil marketing, Pardot, pour ne pas le citer, basculé sur HubSpot pour des raisons qu'il va vous expliquer au sein d'un environnement Salesforce. Et c'est un client qu'on a intégré, onboardé, équipé, il y a l'été dernier à peu près. On va être rejoint rapidement, sans doute par Benjamin Mas de chez HubSpot, qui est Sales Engineer depuis, en tout cas, qui est depuis 8 ans chez HubSpot et qui est aujourd'hui Sales Engineer et qui connaît bien les problématiques Salesforce. À ma gauche se trouve Clémence Germain, chef de projet CMIG Company et experte HubSpot. Plus la même coupe de cheveux que ça. Ouais, ils ont raccourci. Hein. Et puis enfin, moi-même, directeur de production chez MyG Company et qui connaît aussi un peu HubSpot et qui accompagnait Esri. Au menu aujourd'hui, en guise d'apéritif de ce repas de fiançailles, on va d'abord revenir sur pourquoi HubSpot, pourquoi ça vaut le coup de passer à HubSpot aujourd'hui. Ensuite, on va aborder en entrée la migration, étape indispensable. Si vous avez un outil aujourd'hui ou tout plein d'Excel, la migration est une étape à ne pas négliger. La synchronisation, évidemment, en pleine résistance entre HubSpot et Salesforce, c'est plein de choses à vous dire. Un dessert un peu copieux, le déploiement, la phase finale, on va être très orienté métier. Et puis enfin, en guise de Tijo, on aura une séance de questions-réponses. Voilà, quelques petites infos en plus avant de rentrer dans le dur du sujet. La première info, c'est que vous avez l'accès à un chat. Si vous avez des questions à tout moment pendant cette intervention, n'hésitez pas à les poser dessus. Et on y répondra soit en cours de route, soit à la fin pendant la session questions-réponses. Et ensuite, vous aurez bien sûr à la fin accès au replay qui vous sera envoyé par email. Et donc, c'est parti. On commence par le premier point qui est pourquoi passer sur HubSpot, donc pourquoi basculer au côté orange de la force, petite ref. Vous allez sûrement vous poser cette question puisque changer d'outil, ça peut être compliqué, ça peut sembler dangereux. Donc, on va évoquer assez rapidement pourquoi HubSpot vaut le coup de remplacer d'autres outils, notamment Pardot. C'est l'exemple qu'on va utiliser aujourd'hui pour parler un petit peu de la migration avec Salesforce, de l'intégration avec Salesforce. Et on va vous expliquer ça en 6 bullet points. Ça commence. Le premier bullet point, c'est la rigueur. HubSpot est un outil qui propose et qui apporte énormément de rigueur à vos process, notamment déjà le premier avantage, c'est qu'il a beaucoup de fonctionnalités, il regroupe des fonctionnalités dans lesquelles que vous auriez dans de dizaines d'outils différents.
qui sont ici synchronisés dans un seul et même outil, hein, un seul CRM. Une fois synchronisé avec votre Salesforce, les deux outils seront toujours en phase, donc vous aurez les informations dont vous avez besoin des deux côtés. Et enfin, c'est un outil qui propose énormément de qualité de dédoublonnage et de gestion de la qualité des données pour avoir toujours des données propres. Du côté de la puissance, on va retrouver tout d'abord des fonctionnalités avec des innovations technologiques. On va parler d'IA tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on va en reparler. Mais on peut aussi parler d'A/B testing sur le marketing, c'est assez indispensable. La signature électronique sur les devis, qu'elle a aussi intégré de base à HubSpot. SEMrush pour les experts du SEO, qui est un outil pas donné et avec qui HubSpot bosse et qui est désormais intégré pour vos contenus HubSpot. L'intégration du SEA, des réseaux sociaux, la prise de rendez-vous en mode, je ne sais plus quel est cet outil, mais qui est automatisé pour prendre vos rendez-vous, synchronisé avec votre agenda. Donc, pas mal d'outils technologiquement très avancés. Ensuite, on note aussi, et nous on connaît bien ce sujet, que c'est un outil qui évolue constamment. Tous les jours, il y a des nouvelles choses, que ce soit des bêtas, du public, sur les différents hubs qui structurent HubSpot. Récemment, on peut citer le dashboard Sales, ce qu'HubSpot appelle les leads, qui permet de mieux gérer les premières phases de vente. E-commerce a débarqué dans HubSpot. L'interface des tickets a aussi totalement été revue pour la partie service client. Bref, ça n'arrête pas d'évoluer et plutôt pour de bonnes choses. Et puis enfin, je vous en parlais, l'IA. Bien sûr, la traditionnelle génération de contenu. Aujourd'hui, HubSpot écrit des mails pour vous, les réécrit, des articles de blog, des textes de newsletter, des contenus de landing page. Bref, ils sont très sur ce sujet. C'est dans leur modèle, ça leur colle assez bien. Et puis, bien sûr, tout ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et on va voir un exemple précis là-dessus qui se base sur l'IA. Là, on se retrouve dans l'outil VoIP avec un appel téléphonique qui a été enregistré dans la solution VoIP de HubSpot. L'appel dure 2 minutes 29 et on va profiter de l'IA pour générer le résumé de l'appel. Donc, HubSpot, il écoute. C'est en français tout ça, hein, c'est important de le signaler. Et là, on voit qu'il a résumé en quelques lignes l'appel. Ça marche sur les échanges de mails, ça marche sur les appels, ça plein de choses. Et puis à droite, on a aussi le transcript en français qui a écouté l'appel quand on a connecté la VoIP et la partie statistique. Plein de choses qui font gagner du temps. Et voilà, troisième point, c'est que HubSpot est aussi un outil très intuitif. Ça rebondit un petit peu sur le chapitre précédent. C'est un outil qui est puissant et la puissance, elle doit être alliée évidemment à l'intuitivité et la facilité d'utilisation. C'est un outil qui ne nécessite pas de savoir coder, notamment pour l'envoi de newsletters, la création de landing page ou la création d'automatisation, contrairement à certains outils, notamment des outils comme Marketo, Pardot, qui demandent du code pour développer ces outils-là. Et donc, pour résumer, HubSpot permet de réaliser rapidement et naturellement des actions complexes. On a un éditeur visuel pour créer des workflows, des automatisations de lead nurturing, envoyer des emails automatiquement, des SMS en fonction de délai, traquer les ouvertures d'emails, etc. On vous montre un petit exemple par la suite. Ouais, de workflow ici, donc de lead nurturing, dans lequel on a intégré des branches différentes avec des envois d'emails qui vont varier en fonction d'actions réalisées par l'utilisateur. Est-ce qu'il a ouvert le mail? Est-ce qu'il a cliqué? Et ensuite, la création de tâches ou même de transactions en fonction des actions qui ont été réalisées. L'autonomie, parce que tout ça, c'est bien de pouvoir l'utiliser directement sans avoir besoin d'une équipe spécialisée sur le sujet. Évidemment, Clémence en parlait, de l'aspect no-code, on peut même aller plus loin. HubSpot utilise des langages ouverts. C'est un CMS, la partie CMS en tout cas de HubSpot est open source. Et on peut noter aussi la présence d'API partout dans HubSpot. Aujourd'hui, vous pouvez coder des passerelles entre différents outils ou interagir avec le CRM HubSpot via son API qui est très fourni. Nous, on parle souvent d'interface dynamique et de plus en plus dans HubSpot, l'interface va s'adapter à l'utilisateur, va s'adapter au contact. On parle de fiche dynamique, côté CRM intelligent, que HubSpot pousse beaucoup en ce moment. Ça aussi, ça rend l'utilisateur autonome. On peut paramétrer ça soi-même. En tout cas, le super admin peut paramétrer ça pour ses équipes. Et puis enfin, les objets personnalisés, depuis quelques années maintenant, on peut dans HubSpot rajouter des objets au-delà des traditionnels contacts entreprises. Et puis les objets d'activité type les tickets, on peut rajouter n'importe quel objet, par exemple les parents, par exemple des lieux, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de limite à ça. C'est des objets typiques dans un CRM dans lequel vous allez nourrir des propriétés et lier, associer les différents objets entre eux.
Et tout ça sans dev, bien sûr. On a un petit exemple à vous proposer à ce sujet. On est là sur la fiche contact d'Audrey. Donc, fiche contact classique, on voit qu'elle est associée à une école qui est un objet custom. On va lui ajouter une autre école. La liste est paramétrable, évidemment. Et voilà, on l'ajoute à une deuxième école. On va voir directement, elle est désormais dans une deuxième école. Idem sur les stages, qui est un objet personnalisé d'HubSpot. On pourrait faire la même chose. Et on va voir ici l'autre côté, à gauche. On va lui affecter une typologie candidat. Et vous allez voir le côté dynamique, c'est du paramétrage, mais on va voir qu'en rafraîchissant sa fiche, on va avoir une section additionnelle de propriétés à gauche, candidat, dédiée à des propriétés de candidats parce qu'on a mis en typologie qu'elle était candidate. Ça, c'est le côté CRM intelligent qui s'adapte soit à l'utilisateur qui l'utilise, soit au contact, à l'entreprise, au record qu'il affiche. Le cinquième point ici, c'est la notion de rentabilité. HubSpot, c'est un outil qui a son pricing, comme tous les outils. Mais c'est un pricing qui est assez concurrentiel par rapport à d'autres outils, notamment à Pardot, qui est l'exemple qu'on utilise, puisque on n'a pas besoin d'y ajouter notamment des frais de support, des frais de développement pour faire avancer la plateforme. C'est un déploiement qui est rapide et inclusif pour vos équipes, donc ça facilite aussi l'adhésion à l'outil et l'évolution. Et c'est aussi un outil qui est orienté KPI, statistiques, forecast, prévision. Vous avez beaucoup d'éléments dans HubSpot qui vous permettent de booster et de suivre votre retour sur investissement. On a quelques exemples dans les slides suivantes. Ici, on a un exemple orienté marketing et campagne Google Ads. Et donc, on a un suivi très précis des campagnes qui sont réalisées, des contacts qui sont générés et des transactions générées par la suite, donc gagnées avec cette notion aussi financière et monétaire de retour sur investissement. Et on a aussi évidemment la possibilité de suivre l'amélioration de son chiffre d'affaires en fonction des objectifs qui sont qualifiés. Donc ça, c'est vraiment la partie reporting d'HubSpot. Et tout ça, ça peut être synchronisé avec votre Salesforce. Si votre suivi commercial est dans Salesforce, ça va remonter dans HubSpot et les informations seront visibles aussi à cet endroit-là. Parlons un peu d'évolutivité. Pourquoi on juge qu'HubSpot est un CRM évolutif? Déjà parce qu'il va rapprocher vos équipes. On a listé ici marketing et sales. On pourrait mettre service avec parce qu'il est de plus en plus présent dans HubSpot. Mais pour vous donner un exemple concret, grâce à HubSpot, même dans un couple avec Salesforce, la qualité des leads transmis vers Salesforce, vers vos sales, va s'améliorer parce que le tracking, parce que la qualité de la segmentation, parce que plein de choses. Donc les sales sont contents, ils ont des leads mieux qualifiés au bon moment avec les bonnes infos. Et puis dans l'autre sens, les sales vont faire leur vie dans Salesforce et la donnée va remonter vers HubSpot, on l'a un peu vu avec les rapports. Et là, les côté marketing sont aussi contents parce qu'ils ont du feedback. Ils savent ce qui se passe et ils savent comment optimiser leur campagne côté market. Ils ont du feedback là-dessus et c'est important. Et ça va les rapprocher. Ils vont en parler, etc., etc. On est là dans une approche très Ops à la mode de rapprochement des silotages, je ne sais plus comment on dit, des différents services entre eux. Puis HubSpot va accompagner votre croissance. On a parlé de Hub un petit peu au début. Pour ceux qui ne savent pas trop, HubSpot est régi en lots de fonctionnalités en Hub, Sales, Marketing, Service, Operation, etc., etc. Et donc, on peut activer des hubs selon ses besoins. On n'a pas tout de suite forcément, mais on peut aller activer des fonctionnalités en plus. Le CRM est commun. Et puis, par-dessus, on rajoute des lots de fonctionnalités qui évoluent en permanence et vraiment en fonction de ses besoins. Donc, si sa boîte grandit, s'il y a de la croissance, qu'il y a besoin demain de gérer un service client, HubSpot peut vous suivre là-dedans. Et puis enfin, on a un petit peu parlé, Salesforce, le connecteur Salesforce, on va le voir tout à l'heure, mais il n'y a pas que lui, il y en a des dizaines et des dizaines. Un des grands avantages d'HubSpot, c'est son ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, il se connecte à plein de choses. On va parler un tout petit peu de solutions de mail type Outlook, Gmail, évidemment, mais aussi Teams, WordPress pour vos sites web directement, le tracking, les formulaires, tout ça, Zoom pour les webinars, les entretiens, Slack, évidemment, et LinkedIn Sales Navigator côté Sales, même si c'est un peu hors sujet aujourd'hui, et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire plus. Et maintenant, je vais laisser la place à Jean-Michel qui va nous raconter, s'il veut bien, l'histoire de votre rencontre avec HubSpot et pourquoi ce projet a germé de votre côté. Alors, je dirais pour commencer, le premier point qui est un point essentiel, on va le voir apparaître à l'écran, c'est la première raison pour nous, c'est de gagner en productivité. Ça fait maintenant plus de 8 ans qu'on fait du marketing automation, qu'on a découvert ses capacités, on a appris régulièrement. Et à un moment donné, on se dit, mais on peut encore être plus productif,
on peut être plus efficient, on peut gagner du temps sur des opérations, sur des tâches qui restent encore répétitives. Et pour nous, ça a été, je dirais, un des premiers drivers de cette recherche d'une solution différente de celle que nous utilisions précédemment. Et ce qui, moi, et ce qui a aussi marqué mes collègues, c'est cette approche all-in-one. Ne plus être le connecteur humain, parce qu'un connecteur, quand on parle de connexion, on a besoin d'une solution. Je vais prendre un exemple très concret. Je veux faire des surveys, je veux interroger une base d'utilisateurs, envoyer des sondages, par exemple, à l'issue d'un web séminaire. Utiliser une solution externe, la brancher, qui dit branchement, dit à un moment donné problème, parce que finalement, les outils ne vont pas forcément évoluer à la même vitesse. Et donc, à partir du moment où il y a une connexion, c'est toujours plus compliqué à gérer, surtout s'il y en a une multitude. Donc là aussi, on s'est dit, c'est quand on a découvert HubSpot, on s'est dit waouh, vraiment waouh, parce que finalement, que ce soit les surveys, que ce soit les prises de rendez-vous, que ce soit le ticketing, qui étaient des choses qu'on n'imaginait même pas faire, etc. Ça, c'est quelque chose de vraiment formidable, parce que c'est intégré, et ce qui veut dire aussi, et c'est aussi une approche importante, c'est que l'information, finalement, reste agrégée, elle ne reste pas dans l'outil de surveille, elle est intégrée directement au sein du CRM, que j'appellerais en l'occurrence CRM marketing. L'approche omnicanal est essentielle aussi, puisque aujourd'hui, à partir d'HubSpot, on diffuse nos posts sur les réseaux sociaux. C'était assez remarquable parce que ça se fait très facilement, très rapidement. Toujours l'efficacité. On gère nos campagnes SEA, SEO directement depuis HubSpot. On suit la fréquentation sur nos sites web depuis HubSpot. Enfin, j'ai tendance à dire, on fait quasiment tout ce qu'on a envie de faire depuis HubSpot. On organise des rendez-vous pour nos équipes SDR. Ils peuvent organiser eux-mêmes leurs rendez-vous. Notre chat, qui jusqu'à présent était un chat complètement déconnecté, qui fonctionnait très bien, hein, mais qui était déconnecté de notre environnement précédent, aujourd'hui est intégré. Et on est même allé plus loin, on l'a fait ensemble. On a intégré les réponses depuis le chat directement depuis un canal Teams. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos collègues SDR et CSM se répartissent les échanges avec les personnes qui nous contactent par chat directement au sein d'un canal Teams. C'est-à-dire qu'on n'a même pas changé leur outil. Ils peuvent le faire évidemment depuis HubSpot, mais on leur a encore simplifié. C'est-à-dire que l'outil est venu jusqu'au plus près de là où il se trouve. Ouais, c'est bien fichu. Et là, on pourrait développer, hein, je pourrais développer, mais il y a plein de choses. Les ressources, pour nous aussi, c'est quelque chose qu'on a découvert avec HubSpot, c'est l'immensité des ressources disponibles en ligne. C'est-à-dire que la base de connaissances HubSpot disponible en ligne en français, elle est étonnante parce que il y a non seulement la base de connaissances, mais il y a aussi le HubSpot Academy qui permet de grandir et qui va même au-delà, je dirais, de l'outil, mais qui va aussi sur les bonnes pratiques, sur la mise en œuvre. Donc, il y a un nombre de ressources, que ce soit sous forme de vidéo, que ce soit sous forme de contenu écrit. Et puis, c'est aussi le support auquel on a accès nativement, très réactif. On a eu l'occasion et puis, ça arrive qu'on tombe sur des bugs, et avec une capacité à réagir très, très rapide. Ça aussi, c'est très appréciable. On a pu le tester et le constater. La fréquence d'évolution, tu en as parlé tout à l'heure, c'est vrai que la fréquence d'évolution, pour le vivre, c'est en effet, c'est tous les mois et c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'on voit apparaître, moi, quand on a commencé à travailler avec Maïji et compagnie, il y a des choses, il y a des fonctionnalités qu'on n'avait pas, et le discours, ça a été de dire, c'est pas possible aujourd'hui, mais peut-être que ça le sera demain. Et ben, on le voit, c'est-à-dire, je pense à un cas très concret. Dans les surveys, on a fait la première campagne qu'on a fait, c'est même pas une campagne marketing, c'est nos collègues CSM qui ont fait une campagne de survey, d'interrogation de notre base, en quête de satisfaction. Ils ont fait cette campagne. On a découvert une fonctionnalité qui paraît toute simple, mais qui est absolument géniale, c'est que non seulement le mail est envoyé directement par HubSpot, c'est nos collègues CSM qui ont fait eux-mêmes leur campagne, et il y a un petit bouton magique, j'appelle ça un petit bouton magique, on appuie et on dit relance une campagne au bout de 7 jours pour les personnes qui n'ont pas répondu. Si on veut faire ça à la main, moi j'ai fait une estimation, c'est à peu près 2 heures de travail. Si on doit faire une liste d'exclusion, etc., refaire un mail, là c'est un clic. Si tu es bon avec ta souris, tu peux galérer. Oui, voilà. Mais là, c'est vraiment c'est assez exceptionnel. Et du coup, toutes ces informations-là sont agrégées. Et typiquement, à l'époque, premier exemple, on a fait des surveys, puis on s'est rendu compte qu'il manquait, à notre goût,
une fonctionnalité toute bête, c'était des questions conditionnelles. C'est-à-dire, si je réponds ça, je veux faire apparaître telle réponse. En novembre, ça n'existait pas. Eh bien, depuis le mois dernier, ça existe. On n'a appelé HubSpot, on a dit il faut ça. C'est très gentil, mais je pense que mais ça fait partie ça dénote vraiment cette fréquence des évolutions. Je trouve que c'est assez remarquable. L'autonomie sur les tableaux de bord, oui, en effet, très important pour nous aussi, c'est la capacité à mesurer par nous-mêmes beaucoup de choses, comprendre et mesurer, parce que ça veut dire aussi corriger aussi, hein, c'est-à-dire, tiens, on a fait ça, quel est le taux d'ouverture? Et là, les capacités des tableaux de bord, ça nous ouvre des horizons. Je pense qu'on n'en est qu'à 1% de ce qu'on va pouvoir faire avec. Il y a tellement de choses natives qui existent. Et puis, vous nous avez aidé aussi à faire des choses un peu plus sur mesure. Et ça aussi, on voit qu'il y a de la capacité, il y a énormément de possibilités. La question, c'est pas de... Moi, j'ai été vraiment surpris au cours de ces mois d'intégration, de la façon dont on a mis ça en place et de la façon dont on continue à travailler. La question, c'est pas de se dire est-ce qu'on peut le faire, mais c'est plutôt comment on va le faire. Et puis, bien entendu, synchronisation fluide avec Salesforce. On a pris le parti d'utiliser le connecteur natif, parce que Salesforce, c'est notre CRM. Et on a utilisé le connecteur natif, et on se rend compte que le connecteur est vraiment très adapté. On n'a pas eu besoin de faire des développements spécifiques. Et ça, c'est très confortable aussi, parce que finalement, si jamais on avait un souci, on s'adresse à l'éditeur. Et voilà. Donc voilà, je dirais les principales raisons. Il y en a, je pourrais en lister bien d'autres, mais ça illustre véritablement ce qui nous a incité à changer, ce qui est finalement ce qui a été. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, mais voilà, c'est ce qui nous a motivés en tous les cas. Ça marche, merci. On va aborder ce sujet de migration d'un ancien outil vers un nouvel outil, ce qu'on a appelé comment réussir son divorce. Pour ça, on va fonctionner d'abord avec les questions à vous poser. On va essayer d'être synthétique pour que vous ayez un peu de main les guides et vous montrer un peu comment est notre méthode face à ces sujets-là. La première question à vous poser, c'est quels sont les objets concernés. On en a un tout petit peu parlé. Objets, c'est contact, entreprise, transaction, opportunité, bref, tout ce qui va régir les grands compartiments de votre CRM, ou de votre outil actuel en tout cas. C'est important de savoir quels objets sont à transférer. Et puis, si c'est des objets classiques, inclus de base dans le CRM, donc dans l'ancien et dans HubSpot, ou est-ce que c'est des objets custom qui vont nécessiter un traitement spécifique? Enfin, de manière pragmatique, il faut lister tous les champs, toutes les propriétés qui seront à recréer demain. Donc là, c'est un Excel, et puis des lignes et des colonnes. C'est assez simple. Et voilà comment ça marche. Avoir des notions de volume, ça peut permettre de mieux se projeter sur l'ampleur de la tâche. Est-ce qu'il y a du nettoyage à faire? Combien de temps ça va nous prendre? De vous projeter un peu sur une date de déploiement. C'est important d'avoir cette notion de volume pour chaque objet, chaque propriété, d'être assez pragmatique, matheux, j'ai envie de dire, sur cette approche-là. Et puis enfin, méfiez-vous des pseudo-objets qui sont les activités. Est-ce qu'il faut transférer des notes, des tâches, des appels, des mails ou des documents? Là, c'est encore un point un peu plus sensible. Documents égale par exemple PDF, Excel, Doc, enfin des documents offline. Comment on s'est stocké aujourd'hui avec des liens ou en dur, comment ça s'exporte, comment ça se réintègre. Donc attention à ça, sauf s'il n'y a pas besoin de les transférer. Et attention à ce point de vigilance-là. Ensuite, on va aborder des notions sur les principaux pièges qui pour nous sont importants à éviter. Tout d'abord, faites attention à comment sont liés les objets entre eux. Il faut bien constater leur ID et savoir comment ça fonctionne dans vos exports. Il faut que les objets soient liés entre un contact et liés à une entreprise. Ça, derrière, dans la machinerie, ça tourne avec des ID. Donc, il faut les exporter puis les réimporter par couche, petit à petit. Voilà, contact, entreprise. Faites attention aussi, plus compliqué, aux associations entre objets eux-mêmes. Exemple simple, souvent, les entreprises sont liées entre elles-mêmes parce qu'il y a une entreprise mère et une entreprise filiale. Et donc ça, c'est du lien, de l'association au sein d'un même objet qui peut être one-to-one, one-to-many, bref, il y a pas mal de choses à regarder là-dessus. Si c'est votre cas aujourd'hui, si c'est un enjeu, HubSpot le gère très bien, ce n'est pas du tout un souci. Et il faut savoir comment vous allez l'exporter et le réinjecter. Aujourd'hui, je vous ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Vous pouvez faire vos propres associations, vos propres objets. Donc, vous pouvez recréer même le côté custom que vous avez aujourd'hui dans votre outil marketing. HubSpot propose aussi des libellés d'associations personnalisables. C'est comment vous allez définir un lien entre deux objets. Par exemple, si vous voulez dire qu'un contact est le comptable d'une entreprise, il y a un libellé d'association entre les deux. HubSpot vous laisse libre cours à la création de libellés d'association également.
Hop. Le point suivant, du coup, d'attention, c'est la notion de contact marketing. On n'en a pas encore parlé, mais le hub marketing d'HubSpot prend en compte en fait, le nombre de contacts auprès de qui vous allez communiquer. Aujourd'hui, vous n'avez pas de limite dans HubSpot sur le nombre de contacts que vous pouvez avoir. La limite, elle se base sur ceux auprès de qui vous allez envoyer des emails automatiques ou des newsletters. Donc, il va falloir à un moment identifier ces contacts pour avoir cette information. Pour faire ça, donc, vous allez chercher différentes manières de les détecter, que ce soit via des champs dans votre CRM. En tout cas, voilà, vous allez les identifier. Et donc, nous, notre bonne pratique pour ce point-là, c'est d'importer tous vos contacts dans HubSpot, puisque de toute façon, ils sont illimités, mais en tant que non-marketing, et de faire le tri par la suite dans HubSpot en fonction des listes et de la segmentation que vous aurez définie en amont. Piège suivant. Essayez de ne pas casser votre nouvel outil tout de suite. C'est tentant de vouloir reproduire ce que vous avez aujourd'hui dans le nouvel outil demain. Ça serait un peu dommage. Quand on va dans un pays étranger, on mange local, je pense. Du coup, adaptez-vous un peu au fonctionnement d'HubSpot. HubSpot a des dogmes assez forts qui le régissent et c'est plutôt bien pour des raisons de structure, donc il faut vous y adapter. C'est aussi l'occasion de moderniser et de simplifier vos process métiers. C'est compliqué de pouvoir tout remettre à plat, mais là, vous avez un outil qui est moderne et qui propose de nouvelles choses, donc ça vaut le coup de s'adapter, de se poser, de faire des UML et de revoir un peu les choses. Si je prends un exemple simple, dans HubSpot, il y a une propriété centrale, Jean-Michel est fan, c'est la phase du cycle de vie, c'est très inbound comme approche, HubSpot vient de là, c'est un contact, il est lead, il est SQL, il est MQL, il est opportunité, il est client, donc c'est toute sa petite vie de sa naissance à sa mort, et HubSpot est très basé là-dessus. Donc utilisez-la, c'est le seul outil, à ma connaissance, qui la pousse autant et qui l'utilise autant, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Le piège suivant, je ne sais plus à combien on est, au 4, quatrième piège à éviter, c'est de ne pas prêter attention à vos doublons. Donc, si vous avez des outils différents ou même un outil qui n'est pas forcément restrictif en termes de gestion des doublons, vous risquez d'avoir beaucoup de contacts en double, en triple ou des entreprises également. HubSpot utilise une méthode de dédoublonnage pour les contacts via les adresses email et pour les entreprises via leur nom de domaine. Et donc ça se fait nativement dans HubSpot. Comme je disais, j'ai pris un peu d'avance. Le problème, c'est que si vous avez des outils qui ne sont pas connectés de cette manière-là ou qui sont moins attentifs aux doublons, vous allez importer dans HubSpot des doublons, ce qui est un petit peu dommage. Donc notre solution pour ça, il y en a plusieurs. Nous, notre solution, ça peut être de passer par un tri Excel. Si vous avez exporté votre base, de trier par ordre chronologique d'activité et d'importer les contacts qui sont dans HubSpot, les contacts qui ont les activités les plus récentes. Comme ça, vous êtes sûr d'importer l'information la plus récente qui est certainement la plus juste. Dernier piège, principalement, vouloir tout conserver, c'est une fausse bonne pratique. L'exhaustivité, ce n'est pas un bon ami dans ce cas-là. Parfois, mais surtout si vous êtes confronté à beaucoup de données, il faut, et nous on fait beaucoup en atelier, ça a été l'objet ensemble, essayer de se regrouper, d'être focus sur les informations essentielles pour votre déploiement demain. Qu'est-ce qui peut atteindre votre productivité? Il ne faut pas réfléchir aux petits 1%, aux emails, les cas particuliers, tout ça. Il faut un peu les mettre de côté, sinon vous allez vous embourber dans le truc. Et c'est l'occasion de structurer, plutôt que de reproduire des erreurs que vous avez faites dans le passé. Je pense par exemple au chatter Salesforce, qu'on aime bien dans l'absolu, mais qui est une sorte de désert sans foi ni loi, où chacun met n'importe quoi, plutôt que de les mettre dans des propriétés qui derrière on ne peut pas segmenter, on ne peut pas illustrer, ça se perd, c'est trop long, tout ça, ce n'est pas du tout sa philosophie. Donc voilà, quand il y a des migrations d'outils, il faut mieux essayer de remettre du tri là-dedans. On passe maintenant aux 5 conseils d'amis pour réussir sa migration. Donc, notre premier conseil, c'est déjà de lister les propriétés dont vous avez besoin pour vos objets. Donc, pour rappel, les propriétés, c'est les champs de votre CRM, c'est les colonnes de votre fichier Excel. Donc, voilà, notre premier conseil, c'est de bien les lister pour chacun de vos objets, donc les contacts, les entreprises, mais aussi pour les tâches, les tickets, les transactions, voilà, toutes ces familles d'objets que vous allez vouloir importer dans HubSpot. Pour ça, encore une fois, Excel est votre ami. Nous, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on va créer une feuille par objet et après, on va lister donc, toutes les colonnes de notre ancien outil, tous les champs de notre ancien outil et on va faire un mapping et intégrer tous les champs dont on a besoin dans HubSpot. Ça nous permet d'avoir les équivalences et d'avoir un listing qui soit clair. Deuxième astuce, on en parlait un petit peu, profitez-en pour nettoyer.
Si on prend un exemple concret, on a souvent vu, même tout le temps, des contacts avec des civilités qui partaient dans tous les sens, du monsieur du même point, du monsieur tout en entier, du MR, du mister, bref, je ne parle pas de toi, hein, mais c'est des choses qu'on a vues souvent, genre tout le temps. C'est l'occasion de nettoyer ça et de partir sur une nomenclature propre, de ne pas reproduire les problèmes actuels. Et en fait, pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous êtes ceinture marron d'Excel et troisième Dan en recherche V, recherche T, recherche X, mais ceux qui connaissent Excel comprendront. Et vous allez faire ça dans la phase intermédiaire, première solution, pour les brutes d'Excel, enfin brutes relatives, nous on le fait par exemple, il n'y a pas de brutes. Deuxième solution, HubSpot. Dedans, il y a des workflows, donc vous injectez en pré-prod vos données pas jolies et vous profitez des automatisations pour faire des règles avec des branches, on a un peu vu tout à l'heure. Si c'est MR, bah, ça devient monsieur et vous nettoyez ça. Et ça peut même, ces workflows, être pérennisés, conservés, activés pour nettoyer vos autres flux entrants. Si vous avez d'autres outils à terme connectés à HubSpot qui sont crado au niveau de la sécurité, HubSpot il va faire le ménage avec son petit balai, son petit workflow. Et puis, pour les plus ambitieux d'entre vous, on parlait des hubs qui sont activables tout à l'heure, il y a un hub qui s'appelle le Hub Operation et qui permet d'aller encore plus loin, par exemple de capitaliser les noms et les prénoms, de formater les numéros de téléphone, pratique pour la VoIP en direct. Ça, c'est assez chouette. Notre troisième conseil, c'est de ne pas oublier de penser à convertir ces abonnements RGPD. Donc, si vous avez un outil marketing, vous avez certainement dans ces outils une manière de gérer les abonnements à la newsletter et les désabonnements. Et donc, tous les outils ont des manières différentes d'utiliser, enfin de présenter ça. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de transférer l'abonnement de chacun de vos, enfin les statuts d'abonnement de chacun de vos contacts. Le problème, c'est que potentiellement, vous avez des outils qui ne les présentent pas de la même manière. Et donc, notre solution pour ça, c'est d'importer des données brutes dans HubSpot. Donc, vous pouvez créer des propriétés qui vont être des propriétés temporaires dans lesquelles vous allez stocker vos données d'origine et derrière, utiliser un workflow pour convertir ces abonnements. N'hésitez pas aussi à utiliser votre sandbox, c'est le bac à sable, la sandbox. On l'a avec certains pricing de HubSpot. C'est un portail de test démo. Du coup, ça vous permet de préparer ça et de tout préparer. Comme ça, le jour J, le jour du vrai déploiement, eh ben, vous pouvez directement surfer sur ce que vous avez fait pour déployer sur la vraie prod. Et puis, la sandbox, vous pouvez même l'utiliser après pour faire des tests sur un gros workflow. Vous avez un peu peur. Ben, vous le faites sur ce clone. Et comme ça, vous pouvez tester ça avant de le déployer en live. Et notre cinquième conseil, c'est de faire un plan de déploiement. Ce n'est pas une grosse surprise, mais cette feuille de route va être très importante pour le jour J, le jour de la migration. Vous allez pouvoir l'enrichir tout au long de vos tests, notamment vos tests en sandbox ou en prod, et des différents ateliers que vous aurez menés. Dans ce plan de déploiement, pensez à inclure les différentes étapes à reproduire le jour J, donc du déploiement. Pensez à donner un ordre à ces étapes. La hiérarchie est importante ici. À attribuer aussi les différentes tâches, donc ces étapes, qui est-ce qui va s'en occuper. Ça va vous permettre de coordonner vos acteurs. Et enfin, le temps nécessaire pour chacune de ces étapes aussi. Ça vous permettra d'anticiper la reprise de la productivité. Quelques exemples de migration. Alors, on va laisser la parole à Benjamin d'HubSpot, qui en tout cas il est bien parmi nous, pour nous raconter en quelques minutes eh bien, ces clients qui ont migré. Benjamin, ton micro n'est pas activé. Je ne peux pas parler. Alors normalement, pourtant, on a bien les autorisations. C'est étonnant. Tu réactives? Ouais. Est-ce que c'est mieux, Benjamin? Pas tant? Non. Je peux faire ça. Je vais essayer d'en parler rapidement parce que le temps file. Il y a quelques exemples dans des boîtes françaises, je suis beaucoup moins à l'aise que Benjamin pour parler de ça, qui ont fait le move, alors soit de Pardot, de Dynamics, en tout cas qui ont migré vers. C'est bon, je crois. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, ouais, très bien. ça y est, on y arrive. Désolé tout le monde. Benjamin? Ouais, merci pour l'intro. Vous m'entendez bien? Le son est chez toi. Vous m'entendez pas? Allô, allô? Oui, parfait, nous t'entendons. Ça y est.
Enfin, navré. C'est bon. Ah, ok, dans l'audience, on m'entendait. Peut-être chez vous, on n'entendait pas. Ouais, merci pour l'intro, Nathanaël. Quelques exemples de migration qu'on a eu chez HubSpot, d'anciens clients Salesforce qui ont migré sur HubSpot, par exemple au niveau marketing. Donc là, on retrouve des logos que l'on connaît, mais un peu américains, on va dire. Mais c'est des références quand même assez drôles. Notamment Tinder, ou alors des choses qu'on utilise plus, c'est Eventbrite, LegalZoom, etc. Il y a aussi des exemples français, notamment ici on voit EFI, qui fait de la rénovation énergétique, qui est pareil, était sur Pardot, si je ne me trompe pas, et qui a décidé de migrer sur HubSpot. Et un dernier exemple, un peu beaucoup plus équivoque ici, on peut passer à la transition, c'est TestyCloud, donc qui propose des solutions pour les restaurants pour mettre leur menu sur des tablettes. Donc, ils ont eu un boom post-Covid, vous vous doutez bien. Et ils utilisaient Pardot, mais ils avaient des difficultés, notamment tout ce qui était référencement naturel, gestion des publicités, chose que Pardot ne gérait pas ou pas assez bien pour eux. Donc, oui, ils ont fait le choix de bouger pour HubSpot au niveau du marketing. Et ça se passe super bien. Ils sont toujours clients après plusieurs années. Et ça se passe tellement bien qu'ils ont commencé à explorer la partie vente également pour mettre leur équipe commerciale sur HubSpot. Donc, ils ont commencé avec du self-starter et ils sont maintenant en sales enterprise. Donc, un client ravi fait toujours, on voit toujours l'évolution par la suite. Donc, c'est toujours des bons signes comme ça. Donc là, c'était vraiment lié à une lacune côté produit, côté Salesforce. La migration, elle a été très simple parce que on a l'intégration qui permet de le faire assez simplement et ils sont satisfaits de l'outil maintenant. Merveilleux. Merci beaucoup. On va du coup, quelle belle transition, comme si c'était pas fait exprès, parler du connecteur Salesforce qu'on appelle entre nous, quel nom de super-héros, le facilitateur. Et je vais laisser déjà la parole. Et oui. Donc, on va s'intéresser un peu plus en détail à cette solution clé en main qui est proposée par HubSpot. Donc, voilà, le facilitateur, comme a dit Nat. Et donc, ici aussi, on va commencer par 5 questions essentielles à vous poser donc, avant de vous lancer dans son paramétrage. La première question, c'est quels objets, éventuellement custom et activités, est-ce que vous devez connecter? On a la liste ici qui va apparaître des différents objets. Donc, ici, on est sur les objets classiques, contacts, opportunités, entreprises, tâches, etc., qu'on peut connecter. Donc, on voit les petites flèches qui représentent les synchros bidirectionnels. Et c'est le cas aussi pour tout ce qui est objet custom. Le deuxième point, la deuxième question à se poser, c'est donc, quels champs Salesforce doivent être synchronisés avec des propriétés HubSpot? Donc, là, ici, on va tout simplement faire ce qu'on appelle un mapping. La troisième question, c'est quel outil sera prioritaire dans ces synchronisations? Donc, qui est le propriétaire de la donnée prioritaire? Est-ce que c'est Salesforce? Est-ce que c'est HubSpot? Ou est-ce que ça doit être dans les deux sens? Donc, si on en met un à jour, l'autre doit se mettre à jour également. La quatrième question, c'est faut-il intégrer tous les contacts d'un CRM à l'autre? Donc, est-ce que tous vos contacts Salesforce doivent être dans HubSpot? Est-ce que tous vos contacts HubSpot doivent être dans Salesforce? Et la dernière question, c'est que fait-on des fiches supprimées? Donc, si je supprime une fiche dans HubSpot, est-ce qu'elle doit être supprimée aussi dans Salesforce et vice-versa? Voilà, toutes ces questions font évidemment écho à des points de paramétrage possibles dans le connecteur directement. Comme tout à l'heure, on s'intéresse maintenant au point clé du connecteur Salesforce HubSpot. Attention, il y a dans Salesforce, et ceux qui l'ont ici présents le savent, deux objets, pseudo-objets, entre les contacts et les pistes en français ou les leads en anglais. Il y a uniquement des contacts dans HubSpot, donc il faudra forcément se poser et savoir comment vous allez gérer ça. Typiquement, pour nous, c'est la phase du cycle de vie. C'est ça qui régit ça dans HubSpot et c'est comme ça qu'il faudra traduire si aujourd'hui dans Salesforce, vous avez les deux. Ce n'est pas obligé d'avoir des pistes dans Salesforce, vous ne l'avez pas forcément. Donc, il y a quelques questions à se poser. Que faire de vos contacts HubSpot? Est-ce qu'ils vont devenir des pistes ou des contacts dans Salesforce? Question centrale qui aura des impacts. Les deux peuvent être gérés, bien évidemment. Et la question, là, on est en termes de process, il faut vous la poser. Bonne chose, HubSpot stocke les ID, on en parlait un peu tout à l'heure, des pistes et des contacts. Donc, vous savez dans HubSpot si le contact, il est piste ou il est contact. Dans Salesforce, c'est dans ses propriétés. Donc, vous pouvez l'identifier et même faire des stratégies de marketing dessus. S'il devient contact, vous pouvez faire du nurturing, vous
ou s'il reste trop longtemps libre. Bref, vous voyez l'idée, vous pouvez faire pas mal de choses. Deuxième point clé, c'est d'utiliser donc les nouvelles fonctionnalités pour la gestion des activités. Donc les tâches, les rendez-vous, les appels et les mails font l'objet désormais de synchronisation bidirectionnelle. Donc j'ai un workflow de lead nurturing qui génère une tâche dans HubSpot, mon outil marketing, qui génère une tâche donc, pour mon équipe commerciale. La tâche va être créée dans HubSpot et recréée derrière dans Salesforce à l'identique. Donc, on voit ici un exemple, on voit les échéances, les propriétaires qui remontent comme il faut. Et une fois que la tâche est traitée dans Salesforce, c'est aussi mis à jour dans HubSpot pour avoir le suivi marketing sales, toujours pour ce rapprochement des équipes. Il y a un petit détail important en phase de configuration, c'est la liste d'inclusion. Tout l'idée de la liste d'inclusion, c'est de filtrer les contacts qui vont être poussés d'HubSpot à Salesforce. En gros, HubSpot, c'est un premier SaaS de marketing, pré-sales, en tout cas dans lequel vous allez faire du nurturing. Vous ne voulez pas forcément que tous les contacts ils aillent dans votre Salesforce, ça n'a pas forcément sens. Donc, vous allez pouvoir faire une liste dynamique dans HubSpot qui va autoriser des contacts à être envoyés ou pas vers Salesforce. Donc, nous, notre bonne pratique, c'est encore, vous allez dire que c'est leur feinte à chaque fois, de s'appuyer sur la phase du cycle de vie. Il est lead, il est prospect, il n'est pas vers Salesforce. Et puis, dès qu'il passe MQL ou SQL ferait sens, eh bien, il devient directement poussé, contact ou piste dans Salesforce. Donc, voilà comment HubSpot va stocker la donnée pour vous donner de la visibilité. À gauche, un contact qui n'est pas synchronisé, qui n'est pas dans la liste d'inclusion. À droite, un contact qui est dans la liste d'inclusion et qui nous permet d'ailleurs d'aller directement le voir d'HubSpot vers Salesforce. Et notre 30e bullet point, on a la moitié, c'est de bien choisir les types de synchronisation pour chaque champ, chaque propriété. On a parlé déjà de mapping et de types de synchronisation. Et donc ça, c'est vraiment un point qui est très important. Est-ce que Salesforce est propriétaire de tout? Est-ce qu'on a une synchro bidirectionnelle? Est-ce que c'est HubSpot qui met à jour? Est-ce qu'on le met à jour uniquement s'il n'y a pas d'information dans Salesforce? Bon, vous voyez là où je veux en venir. Ou est-ce qu'on n'a pas de synchronisation du tout? Attention, certaines synchronisations sont forcément bidirectionnelles, notamment les propriétaires de contacts. Ça, vous n'aurez pas le choix. Et c'est pour la bonne cause. On va parler un peu d'un autre point clé, c'est l'embed Visual Force. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça vous permet de consulter HubSpot dans Salesforce. C'est pour ça qu'on appelle ça un embed. C'est une intégration d'HubSpot dans Salesforce. On va voir à quoi ça ressemble. Globalement, vous serez dans Salesforce sur un contact, une entreprise ou une opportunité plus que transaction, un account plus qu'une entreprise, compte. Et vous allez pouvoir voir plein de choses, on va le voir, mais aussi déclencher les workflows, gérer votre stratégie grand compte, ABM, etc. etc. Et c'est bien parce qu'on va encore parler d'adhésion des gens, de regroupement des équipes, rapprochement des équipes. C'est plutôt une bonne chose. Les informations sont mutualisées, ça permet de détecter des erreurs ou d'avoir plus d'informations sur l'historique d'un contact. Et puis, j'en parlais, un rapprochement des équipes sales marketing. Attention, juste petit point de détail pour ceux qui ont Lightning, et j'espère que vous l'avez si vous avez Salesforce, eh bien là, le paramétrage est un poil différent, donc il faut s'adapter en fonction de ce que vous avez. À quoi ça ressemble? Voici à quoi ça ressemble sur ma propre fiche contact. Ici, on est dans Salesforce et dans l'embed HubSpot dans Salesforce. J'ai accès à tous mes détails, je peux déclencher un workflow, si j'en ai les droits en tout cas, dans HubSpot. Mais je peux activer dans un workflow HubSpot depuis Salesforce. J'ai accès à mes séquences, donc là, côté sales, je peux déclencher une séquence directement ici. Bien sûr, on peut modifier des propriétés. On va le voir directement dans Salesforce. Si je veux changer, par exemple, le nom, le prénom, la ville, bref, on peut tout changer. On a aussi accès là à mes objets. Si j'ai une entreprise associée, nouveaux objets custom, on y a directement ici accès. C'est vraiment une fenêtre d'HubSpot au sein de Salesforce. J'en continue sur les pièges. On va passer rapidement là-dessus. Les pièges qui nous semblent majeurs, déjà, c'est mélanger les types de champs lors du mapping. On vous a fait une petite liste, un peu comme tout à l'heure. Il y a différents champs qui ont des wordings différents entre les deux outils. En vrai, ils sont tous compatibles, mais ça ne s'appelle pas pareil. Du coup, c'est bien d'avoir ça sous le coude pour savoir quand on crée ses propriétés, ce que le connecteur peut faire pour vous tout seul. Mais quand on veut tout faire à la main, bien comprendre quel champ ça deviendra dans HubSpot. Deuxième piège majeur, attention à l'objet campagne, c'est vraiment là un faux ami assez fatal. Dans HubSpot et dans Salesforce, ça ne veut pas dire la même chose. On a un détail là-dessus. Oui, dans Salesforce, c'est un vrai objet, les campagnes. C'est quasiment comme une opportunité, ça vous permet de gérer un contact que vous allez associer à une campagne marketing. Donc c'est un objet à part entière. Dans HubSpot, c'est un outil de reporting. C'est une campagne, vous allez regrouper un formulaire, un lead flow, plein d'outils, et ça va vous générer une campagne et les stats qui vont avec. Donc c'est l'analyse d'asset marketing.
Mais l'avantage, c'est que dans HubSpot, le connecteur, Salesforce HubSpot, peut vous permettre de voir les campagnes Salesforce. On le voit là à droite. Je suis sur une fiche contact et j'ai bien les noms des campagnes Salesforce qui remontent, qui vous permettent d'ailleurs d'avoir de la stat côté market, de faire des automatisations, on le verra tout à l'heure, plein de choses. Voilà. 34e point, ne pas prêter attention aux doublons. Ça, c'est un gros piège. On en a déjà un petit peu parlé des doublons. Côté Salesforce, ça peut générer des dangers. Enfin, les dangers, en tout cas, générés par Salesforce, ça peut être les contacts sans email ou les entreprises sans nom de domaine, puisqu'on a dit que c'était vraiment les identifiants uniques côté HubSpot. Donc, notre conseil là-dessus, c'est d'adopter une méthodologie des doublonnages, donc de choisir si on dédoublonne sur HubSpot ou sur Salesforce, pas les deux, parce que sinon, ça va être le bazar. Sachant que côté HubSpot, lui, va récupérer l'information et renvoyer sur Salesforce, sur le contact qui a l'activité la plus récente. C'est encore à moi. 35e point, à faire attention, si vous faites des modifications sur HubSpot, si vous faites des tests, pensez à désactiver le connecteur pour éviter d'avoir des impacts côté Salesforce sur vos tests. Et enfin, d'ignorer les erreurs de synchro, on va voir à quoi ça ressemble. En fait, via le connecteur, il va vous remonter, le connecteur Salesforce HubSpot, des erreurs, surtout en phase de test, des valeurs manquantes, des champs trop longs, des emails invalides dans le format, il n'y a pas de arrobase, tout ça, des propriétés obligatoires qui manquent pour créer une fiche, plein de choses. Et en fait, il va vous les lister et ça vous permet de faire un peu une recette. Et l'outil le fait pour vous dans un point, il va dire, OK, dans Salesforce, il faut que j'ai un champ plus long là-dessus et de revoir les choses avant le déploiement ou pendant le déploiement Pierre. Donc, c'est bien d'aller jeter un œil à ces informations-là. On va voir quelques exemples de process métiers directement inspirés de cas clients. Tout d'abord, l'automatisation de création de lead show sur Salesforce. On a une première partie qui va se passer sur des fonctionnalités. Par chat ou par formulaire, votre contact va être créé. Il va injecter dynamiquement HubSpot. Puis, il va générer du scoring. Donc, sa note au contact va augmenter parce qu'il va ouvrir des mails, parce qu'il va aller sur des pages, parce qu'il va répondre à des choses. Il y aura de l'activité qui va générer du scoring positif. Donc, son scoring va augmenter jusqu'à un moment, par exemple 350 points, où sa phase du cycle de vie, qui est automatisée selon son scoring, va passer, par exemple, en SQL, prêt pour la vente. Du coup, vous vous souvenez, il va passer dans la liste d'inclusion parce qu'il est SQL. Du coup, qui dit liste d'inclusion dit basculement dans Salesforce. Du coup, le contact est créé par le connecteur et une tâche est créée au Sales, par exemple, ou au SDR pour qu'il traite ce contact-là. On a 0 action humaine. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que ça ne sert à rien de faire ça à la main et que l'outil peut le faire pour vous et le connecteur peut le faire pour vous. Mais tout ça, c'est fait de manière passive jusqu'à la tâche. Il n'y a rien qui a été fait par un humain. Et bien sûr, vous bénéficiez de Visual Force, on vient de le voir quand le contact est créé pour le Sales. Et puis des clés sur les tâches qui vont remonter aussi dans HubSpot, du coup, faire des stats de proactivité sur le traitement des tâches, qualité de traitement. Deuxième petit cas métier, l'inverse. Les sales veulent promouvoir une démo produit. Qu'est-ce qu'il va faire le sales sur Salesforce? Il va ajouter le contact à une campagne qu'il va créer pour l'occasion, créer une campagne démo produit, pouf, il l'ajoute. Là-dessus, qu'est-ce qui se passe dans HubSpot? On l'a vu là. Eh bien, HubSpot récupère au sein d'une liste dynamique qu'il y a un nouveau contact qui a été ajouté à cette campagne Salesforce. Il va activer un workflow sur ces critères-là. Le workflow va envoyer des mails pour promouvoir une landing page HubSpot au sein de laquelle il y aura un lien de prise de rendez-vous pour booker sa démo, là aussi outil HubSpot. Et voilà à quoi ça ressemble, vous connaissez, c'est du Doctolib, ça c'est du HubSpot natif et c'est synchro avec vos agendas de la personne qui fera les démos. Le lead prend rendez-vous dans l'agenda, là-dessus qu'est-ce qui se passe? Le workflow s'arrête, les mails arrêtent d'être envoyés, on ne va pas le harceler indéfiniment. Le rendez-vous dans Outlook est pris, le lien visio est ajouté à ce rendez-vous Outlook et une tâche est envoyée au sales à J-3, par exemple, du rendez-vous qui a été pris pour qu'il prépare sa démo. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de clics d'humain là-dedans, en fait. Ça, c'est bien. Et je vais laisser la parole à Benjamin à nouveau pour nous parler un peu de ce rôle des deux CRM. Ouais, merci Nathanaël. Quel meilleur exemple que de parler de HubSpot directement, parce que HubSpot, avant, on n'avait pas de CRM. On n'avait pas HubSpot CRM, ça n'existait pas. Ce qui fait qu'on a utilisé Salesforce pendant longtemps. Même à l'époque où j'ai commencé en 2016, on était sur Salesforce CRM. Mais l'équipe marketing était tout de même sur HubSpot Marketing à cette époque-là. Et on utilisait l'ancêtre de HubSpot Sales qui était Sidekick, qui permettait de traquer les emails, etc. Mais ce n'était pas lié au CRM ou quoi que ce soit. Mais l'avantage, c'était que à cette époque-là déjà, l'équipe HubSpot a développé l'intégration
intégration que l'on présente aujourd'hui, que nous, on a utilisé pendant des années et qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Et c'est ça tout l'intérêt d'avoir du HubSpot et du Salesforce en même temps aujourd'hui. C'est là où il y a beaucoup de personnes qui ont du CRM Salesforce, mais ils ne sont pas forcément convaincus du marketing Salesforce. À ce moment-là, on peut implémenter du marketing HubSpot parce que ça a simplifié beaucoup les choses, comme par exemple la génération de leads ou pouvoir gérer l'ensemble des canaux digitaux d'un seul et même endroit avec HubSpot, pour l'avoir vu sur d'autres outils, c'est beaucoup plus facile de le faire parce que c'est vraiment natif, ce n'est pas des choses qu'on a recollées de droite à gauche. Et pour la suite également, pour tout ce qui est assignation des leads, donc l'équipe marketing, elle bosse sur HubSpot, elle génère ses leads avec HubSpot et ensuite elle va envoyer ces leads-là à l'équipe commerciale dans Salesforce. L'intégration est également bidirectionnelle, donc le résultat de la vente ou de la prospection, elle retourne dans HubSpot pour faire des rapports d'attribution, pour mesurer quel chiffre d'affaires généré par ces actions marketing. Donc ça, c'est hyper important et c'est possible parce que l'intégration est très robuste, comme tu l'as dit Nathanaël, avec le mapping des champs custom, avec le Visual Force comme on l'a vu, c'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir une vraie synergie. Donc on ne va pas venir en remplacement, on va venir en complément. On peut avoir un CRM vente et un CRM marketing dans un même tech stack, ce n'est pas interdit. Et c'est un exemple ici. Merci beaucoup, Benjamin. Zou, on va parler du... C'est toi, pardon. Oui, je t'ai piqué ta place, je suis désolé. C'est pas gentil. On va donc parler, maintenant qu'on a terminé de parler de la migration, on va parler du déploiement de votre outil. Et donc, on va encore vous donner quelques pistes de questions à vous poser. Pour ça, la première question, c'est votre migration est-elle à isopérimètre ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne connaissais pas ce mot avant. C'est tout simplement savoir est-ce que vous allez migrer vos outils marketing à l'identique pour commencer avant de mettre en place des nouveaux outils ou est-ce que vous voulez directement aller un petit peu plus loin. Dans tous les cas, notre conseil, c'est de lister toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin et ensuite de les prioriser. Deuxième question, c'est que faire de vos campagnes en cours? Donc, vous avez sûrement sur votre outil actuel des campagnes de lead nurturing, par exemple, qui tournent. Et donc, il faudra décider si vous les maintenez, si vous les transférez dans HubSpot et comment. Troisième question, quelle date, ça semble très important, à quelle date votre déploiement sera fait? Quand est-ce que vous allez commencer à utiliser l'outil? Quatrième question, quels process métiers sont à reproduire dans HubSpot? Pour ça, on a parlé un petit peu déjà du ML, on aime bien cet outil. En tout cas, voilà, dessinez vos process et décidez comment ils sont utilisés, comment ils sont intégrés dans HubSpot. Et dernière question, comment ne rien oublier, ce qui n'est pas toujours simple. Et pour ça, on a concocté un petit quiz sympathique qui va vous poser plein de questions sur ce que vous voulez migrer, d'où, vers où, quels objets. Voilà. Là-dedans, il y a plein de questions, ce qui va vous permettre d'identifier vos besoins et de ne rien oublier. On peut bien sûr vous envoyer ce quiz si vous en faites la démarche et un virement en conséquence. Non, c'est pas vrai. Vous avez le lien dans la présentation. Oui, c'est vrai. 5 points clés pour réussir son déploiement. Rester organisé, là aussi, ça paraît simple et souvent on peut un peu paniquer devant l'ampleur de la tâche, donc il faut toujours essayer de rester organisé. Excel est souvent votre copain sur le sujet, ou Spreadsheet évidemment. Faites par étapes, soyez itératifs, prévoyez la suite, faites pas tout de suite. Pensez à la suite du déploiement, faites des vagues comme ça, même en interne, c'est agréable de savoir ce qui va se passer. Ça allait vite. Point 45, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. Pensez à faire participer des ambassadeurs métiers à vos ateliers de conception. Vous pouvez inviter une personne à chaque atelier ça va vous aider pour notamment l'adhésion au projet par la suite. N'hésitez pas à intégrer au cœur de votre écosystème. On va voir l'exemple, on a parlé de Slack, de Teams et tout. Là, on va voir un petit exemple avec Outlook, parce que c'est souvent très apprécié. Là, j'envoie un mail à Jean-Michel, il s'est présent pour lui rappeler de venir aujourd'hui, ce qui a fonctionné, qui est là. On voit que je peux directement dans mon Outlook stocker le mail, consigner le mail, le traquer dans HubSpot. C'est une petite barre d'outils HubSpot, tout simplement. Je peux appeler mes modèles de mail qui sont dans HubSpot. Je peux faire exactement pareil dans HubSpot, évidemment, mais là, je le fais dans Outlook. Mes séquences, qui sont dans les enchaînements de modèles de mail, mes documents, mes liens de prise de rendez-vous, on en parlait un peu tout à l'heure. Voilà, j'insère directement ça là-dedans. Je peux demander à ce qu'il écrive le mail pour moi si je suis un peu une feignasse. Je peux voir le contact et ses différentes propriétés et même l'échanger. Et c'est là où ça devient fort. Si je détecte qu'il manque un tiret entre Jean et Michel,
eh ben, je peux le rajouter directement ici, si j'ai les privilèges, bien sûr, dans HubSpot. Et puis, j'ai accès aux tâches aussi, pas mal de choses, là aussi, où quelqu'un peut directement dans Outlook faire plein de choses. Et quatrième point clé, c'est de profiter de la personnalisation d'HubSpot. On a vu pas mal des vidéos de Nat. On peut personnaliser l'interface, notamment les fiches contacts, entreprises, etc. Et ça, c'est souvent très fort en termes d'adhésion pour vos équipes. Et puis enfin, pratiquez. N'ayez pas peur, il faut utiliser l'outil. Vous ne casserez pas grand-chose. On vous montre ici en exemple ce qu'on fait nous en atelier sur les formulaires. C'est un exercice que Jean-Michel et ses équipes ont fait. Donc on les forme et après on leur donne ça, on les laisse se débrouiller 3 jours, 3-4 jours tout seuls dans le noir. Et ils doivent finir ça avant qu'on les laisse sortir. C'est pas vrai. On est sorti. Oui, Jean-Michel est là. On finit donc, on arrive au bout. Ce sont nos 5 pièges à éviter. Donc 49e point. Le premier piège, c'est de ne pas se précipiter. Penser MVP. Prioriser les cas métiers qui doivent fonctionner au jour 1, c'est très important. N'essayez pas de tout faire en même temps ou de vouloir aller trop vite. Ensuite, attention à ne pas répéter les erreurs passées, ça aussi on en a déjà un petit peu parlé. Profitez des expériences que vous avez acquises sur d'autres déploiements d'outils. Et voilà, bon, on avait un petit exemple, mais je vais le passer. Point suivant, quand vous ne laissez pas vampiriser par les cas particuliers qui représenteraient 1% ou 0,1% des cas de figure. Pensez à, pour l'instant, commencer par le gros du produit et ensuite vous aurez le temps de travailler sur les cas particuliers. Ensuite, bien sûr, la volonté de tout automatiser. HubSpot met beaucoup en avant l'automatisation. On voit des choses super. Mais c'est important aussi de pratiquer et de connaître l'outil, de faire des choses à la main avant de pouvoir tout automatiser. Et puis, pour finir, notre 60e, 53e point, c'est de ne pas oublier de définir un rôle à chaque outil qui est propriétaire de la donnée et qui sur quel outil vous faites quelle action. Il ne faut pas avoir des choses qui se mélangent entre les outils. De notre côté, on va vous parler un peu de notre méthode que vous pouvez nous piquer. On fait toujours un kick-off pour bien aligner les équipes et planifier les différents ateliers. La première vague d'ateliers pour laquelle on fait de la démo, on pratique, on recueille les besoins afin de pouvoir réaliser les paramétrages et les tests. Viennent le temps des ateliers 2, c'est là où ils font les fameux exercices dans le noir. On leur débriefe ce qu'on a fait, on les forme et on les fait pratiquer. Le déploiement, évidemment. Et puis enfin, du suivi projet avec le suivi des déploiements, modèle outline, helpdesk, tout ça. Et je vais laisser justement Jean-Michel rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je suis désolé. C'est pas grave, je vais faire synthétique. Notre feedback de la migration, si tu veux bien afficher le premier point, nous, on a été, dès le départ, on a été au-delà du périmètre prévu, parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était facile d'aller tout de suite un cran plus loin, et ça, c'est assez enthousiasmant. Ça, c'est assez formidable. Puis vous nous avez accompagnés dans ces processus. C'est vrai, j'adhère avec tout ce qui a été dit au préalable. C'est vrai que vous nous avez accompagnés et vous nous avez poussés, je dirais, un peu dans nos retranchements, à réfléchir et à mettre les choses sur la table. Et ce qui est aussi important dans cet accompagnement, c'est que l'outil permet tellement de choses que, avec le recul aujourd'hui que j'ai, le faire nous-mêmes aurait été une hérésie. Je veux dire, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. On va beaucoup plus vite, on fait les bons choix. Ce que j'aime aussi, j'ai beaucoup aimé et ce que j'aime encore aujourd'hui dans la collaboration qui continue, et que l'outil évolue vite, qu'il y a des nouveautés qui arrivent tous les jours, et que ça vous arrive de nous dire c'est nouveau, on ne sait pas répondre, mais on va regarder et on va vous répondre. Et ça, je trouve ça bien. On ne sait pas tout, je dirais. Ça, et j'apprécie beaucoup, et nous apprécions beaucoup la curiosité que vous avez autour de l'outil aussi. On se retrouve autour de ça. Plus de productivité, plus de réactivité. C'est vrai que cette migration nous a apporté ce qu'on souhaitait au départ, c'est-à-dire en effet d'être en quelques mois aujourd'hui, d'en faire tout de suite beaucoup plus, de collaborer, d'être aligné avec nos collègues SDR, d'être réactif, d'être plus réactif encore dans nos campagnes, dans la création de nos campagnes, dans la mise en place des processus, etc. etc. Là, plus d'analyse, plus de compréhension, ce que j'ai dit tout à l'heure également, on le voit tout de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tableau de bord qu'on n'a jamais eu. Enfin, je veux dire, ça change notre vision des choses. Et je sais, parce qu'on est allé creuser, on n'en est qu'au début.
L'alignement, on en a parlé, l'alignement marketing, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'alignement avec nos collègues SDR, l'alignement avec nos collègues CSM, j'en parlais tout à l'heure, qui ont été les premiers collègues CSM, mais aussi nos collègues SDR qui ont pris en main l'outil et qui continuent à le prendre en main, c'est aussi aujourd'hui quelque chose d'assez fondamental parce que on parle le même langage en fait, on travaille sur les mêmes interfaces, on compare les mêmes choses et ça c'est assez essentiel. Il y a une unicité d'interface qui est vraiment, vraiment appréciable, tout en gardant le lien avec Salesforce comme on a vu, et ça c'est vraiment, vraiment essentiel. Il y a plus de perspectives parce que tous les mois, enfin, on découvre chaque jour de nouvelles possibilités et je trouve que et on sait s'adapter aussi aux tendances actuelles. Il y a un an, l'IA n'existait pas. Aujourd'hui, dans HubSpot, il y en a partout. Il y en a partout. On parlait pour rédiger du contenu, mais ce que je commence à voir apparaître avec des outils comme Chatspot, dont on n'a pas parlé, mais on voit apparaître dans HubSpot la capacité aujourd'hui à dialoguer avec le CRM au travers de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il y a des possibilités, fais-moi un rapport comme ça, je souhaite faire un rapport comme ça, donne-moi des informations sur ma base de données, donne-moi des informations sur mon CRM. Donc ça va très très vite et ça c'est très enthousiasmant parce qu'on est dans le tempo, quoi. On n'est pas sur le quai, quoi. 2 petits points qui étaient en retard. Combien de temps avez-vous été bloqué chez Esri par ce déploiement? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de périodes d'inactivité à cause de la migration vers HubSpot? Non, parce qu'on l'avait prévu, on avait des contraintes d'événements. On l'a fait fin octobre, juste après notre conférence, une grosse conférence, un gros événement. On l'a un petit peu décalé pour être plus serein. On l'a fait donc fin octobre et début novembre, c'est parti. Et c'était presque un joke en interne parce que je dis mais est-ce que vous en avez entendu parler à mes collègues? Est-ce que vous avez entendu parler de migration? Non, pourtant elle a eu lieu. Et je pense que quand on n'en a pas parlé, c'est la meilleure des choses. Hein. Et ça, je dois dire que c'est l'accompagnement, tout ce qui a été présenté, la structuration, l'approche, la méthodologie, c'est aussi dans la démarche, vous nous challengez, vous nous amenez à nous poser des questions pertinentes. Et c'est vrai que le truc évident, c'est ne pas aller dans du spécifique, enfin ne pas aller ne pas recommencer à regarder l'aiguille dans la botte de foin, il faut regarder la botte de foin en premier. Et au niveau du connecteur, avec Salesforce, aujourd'hui, c'est fluide, ça marche bien. C'est fluide. Vous nous avez accompagnés, NDC aussi, je dirais, en nous proposant les différentes alternatives, parce qu'on peut avoir plusieurs alternatives à certains moments. Et vous avez aussi ce rôle de conseil, hein, c'est-à-dire nous donner les options, hein, et mettre les options sur la table, parce qu'il n'y a pas une solution hein, avec des outils comme ça. Il y en a plusieurs. L'idée, c'est de choisir la meilleure pour nous. Et ça, donc, vous nous avez offert les options et on a fait des choix avec nos collègues de la DSI, toutes les personnes concernées. Et ça a été aussi très appréciable. Tout en restant dans du standard. Sinon, tu ne serais pas là. Sinon, je ne serais pas là. Est-ce qu'on a des questions, Kautar? Dans le chat, en tout cas, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, si des choses n'étaient pas claires ou si on était un peu vite, je sais que le délai est dépassé. Mais si vous avez des choses, n'hésitez pas. Voilà, de toute façon, vous recevrez à la fin le replay et le deck avec les informations qui ont été transmises. Ah. Ça tapote? Non, ça tapote pas. Bon, merci beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions ou des besoins. Merci Jean-Michel, merci Benjamin, merci Clémence, merci Kautar qui est caché. Portez-vous bien, bonne soirée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.